Bonjour à tous et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous suivent en ligne. Je m'appelle Faustine Chevet, je dirige le bureau international Europe de HEC Montréal et c'est donc depuis Paris que je vous souhaite la bienvenue à la première édition de la journée Inspiration durable par HEC Montréal. Cette première édition de la journée Inspiration durable est co-organisée par la Direction du développement durable de HEC Montréal et par le Bureau international Europe de HEC Montréal, avec le soutien de la Fondation de la Direction des relations avec les diplômés. Le Bureau international Europe est basé à Paris depuis presque 20 ans. Nous avons pour mission de représenter HEC Montréal en Europe, et plus précisément en Europe de l'Ouest. Nous nous occupons donc de la promotion des programmes et du recrutement des futurs étudiants, de l'accompagnement de nos étudiants et des diplômés qui recherchent un stage ou un emploi en Europe, de l'animation de la communauté des diplômés en Europe et des relations avec les partenaires, que ce soit des partenaires entreprises, des partenaires académiques ou des partenaires institutionnels. Je dirais donc plus globalement que notre mission est de faire rayonner HEC Montréal en Europe. HEC Montréal est une école qui s'engage. En effet, le plan stratégique 2020-2023 annoncé par le directeur Federico Pasin stipule que l'école s'engage à former, et je cite le plan stratégique, des leaders en gestion qui contribuent de manière responsable au succès des organisations et au développement durable de la société. C'est parce que la communauté HEC Montréal s'engage que nous avons souhaité partager avec vous nos actions, les résultats déjà obtenus et les ambitions qui nous animent. Votre participation ce soir est un formidable soutien, un bel encouragement à aller toujours plus loin ensemble. Je passe maintenant la parole à ma collègue Nadia de la Direction du développement durable basée à Montréal. Nadia, c'est à toi. Bonjour Faustine et bonjour aux amis diplômés, collègues et peut-être aux futurs étudiants qui nous accompagnent aujourd'hui en personne et en ligne. On a un petit auditoire à Montréal, on a un plus grand auditoire à Paris et beaucoup de gens qui ont choisi de se joindre à ma distance. Et merci beaucoup Faustine pour avoir ouvert la table et dans cette journée d'inspiration durable, qu'on espère sera la première de beaucoup d'événements. Je voudrais prendre quelques minutes pour remercier les diplômés qui se sont mobilisés aujourd'hui. Vous allez voir, ils et elles vont savoir vous inspirer avec leur parcours professionnel qui a en quelque part commencé à HEC Montréal et qui se caractérise vraiment par un impact social et environnemental positif. Nous avons le grand plaisir d'accueillir des diplômés, autant du certificat, du programme d'IMBA exécutif, du programme de baccalauréat en administration des affaires et du DSS en gestion et développement durable. Et en fait, on va commencer notre programme avec une conférence de Mme Joanne Toupide, avec qui j'ai le grand plaisir de travailler au sein de la direction du développement durable. Madame Joanne Toupide est secrétaire générale d'HEC Montréal. C'est la première femme à avoir occupé ces postes et on le dit avec beaucoup de fierté. La première, mais pas la dernière. Elle est aussi directrice de développement durable et elle aussi vraiment joue un rôle de leadership pour toutes nos initiatives en matière d'équité, diversité et inclusion. Elle est vraiment une de nos experts en gouvernance de SOBNL et fondatrice de Polydéos. Et elle va vous présenter les projets que nous avons faits dans les dernières années au niveau des, autant du côté du développement durable, de durabilité, mais aussi de diversité et inclusion. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Joanne. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, bonjour Faustine, bonsoir plutôt chez vous. Alors, ça me fait plaisir de te voir en virtuel. On n'a pas la chance de se voir régulièrement, malheureusement. Alors, écoutez, ça me fait grand plaisir aujourd'hui de m'adresser à vous sur notre travail accompli en développement durable à HEC Montréal.
c'est un travail qui est de longue haleine, mais qui, quand on fait le bilan comme aujourd'hui, nous permet de voir tout ce que nous avons accompli. Il en reste encore beaucoup à faire, mais quand même, pour une école de gestion, dans le milieu montréalais, je considère que je suis assez fière de tout ce que nos petites équipes ont réalisé au cours des dernières années. Alors, sans plus tarder, je vous présente les différentes réalisations ici. Donc, on a depuis 2013 adopté une politique de développement durable et avec cette politique, ce que l'on souhaitait, c'était de mettre en place des actions, autant dans nos opérations, dans notre enseignement et dans notre recherche, qui reflèteraient l'approche de durabilité. Donc, ce qui fait à remarquer, ça fait quand même depuis 2013. Ensuite, quand on regarde, pour nous, c'était important aussi qu'il y ait une cohérence, une efficacité des actions. Et cette politique nous amenait aussi à produire un plan d'action. Donc, on est une petite équipe. Alors, Nadia, qui est la coordonnatrice du développement durable, Jean-Michel Champagne, qui est responsable du développement durable. Et on a choisi, dès mon entrée en poste en 2017, de faire en sorte que l'un des deux employés, en l'occurrence Jean-Michel Champagne, soit dédié à mi-temps à la direction du développement durable et à mi-temps à la direction des infrastructures. Alors, pourquoi ce choix? Parce qu'à la direction des infrastructures, c'est là que se passe l'achat du matériel, l'achat des matières premières, de l'équipement, et on voulait avoir une personne qui soit vraiment dans la prise de décision avec un œil de développement durable. Donc, depuis 2017, Jean-Michel est là et il fait un travail très, très pertinent, autant que Nadia, pour faire avancer chacun des dossiers et surtout les dossiers en ce qui le concerne qui sont liés aux opérations de l'école. Donc, en 18-2020, on a fait, depuis 2018, en fait, on fait un bilan de nos actions en développement durable, donc un rapport annuel. On s'était doté aussi de notre plan d'action, donc 15 cibles qui nécessitent des améliorations. On regardait aussi, pour gérer ces améliorations-là et les mettre en œuvre, ce que demandaient aussi les organismes d'accréditation, parce que pour nous, à HEC Montréal, qui avons une clientèle internationale, c'est important pour nous aussi de regarder, de maintenir ces accréditations-là. Et je vous dirais que ces accréditations-là, au fil du temps, elles ont été de plus en plus exigeantes en matière de développement durable. Donc, que ce soit EQUIS, ACSB, AMBA ou STARS, qui est une reconnaissance en développement durable, on a orienté, en quelque sorte, nos actions sur les éléments qui étaient défaillants, si on veut, ou à améliorer dans notre développement durable, en regardant, entre autres, ces cibles-là. Donc, on a publié un rapport annuel, on est rendu à notre deuxième rapport annuel sur toutes les actions qu'on pose en développement durable. Donc, on travaille beaucoup de manière transversale. Donc, précédemment, je n'étais pas secrétaire générale, mais quand j'ai opté pour le poste, quand on m'a proposé le poste de secrétaire générale, j'ai choisi, en accord bien sûr avec le directeur de l'école qui était tout à fait enthousiaste à l'idée de garder finalement la direction du développement durable pour incarner une approche beaucoup plus descendante, donc ce qu'on dit du top-down, pour s'assurer que ce serait une volonté aussi organisationnelle et institutionnelle de développer davantage de pratiques en développement durable. Donc, les éléments de notre champ d'action, de nos champs d'action, dois-je dire, en développement durable, l'enseignement et la recherche, les opérations et le milieu de vie. Donc, en enseignement et en recherche, on s'assure d'avoir des programmes spécialisés, d'avoir donc des programmes spécialisés en développement durable. Entre autres, on a des programmes en gestion de l'innovation sociale, en organisme culturel, plus précisément en développement durable avec un volet un petit peu plus environnement et un autre volet en responsabilité sociale des entreprises. On a aussi, dans les dernières années, intégré la formation en développement durable au baccalauréat pour tous les étudiants et étudiantes qui sont inscrits dans ce programme. Donc, le cours Sociologie de l'entreprise est avec une trame de développement durable. On est très fiers de ça, de savoir que tous nos étudiants qui sont au baccalauréat auront
dans leur cursus une formation qui intégrera les éléments du développement durable. Dans les opérations, je vous en ai déjà parlé, donc les infrastructures, donc c'est très important. Notre collègue directeur des infrastructures, M. André Bertrand, travaille de concert avec Nadia, avec Jean-Michel et moi. Donc, on a des réunions à chaque 2 semaines et on a des antennes, des yeux, des oreilles sur tout ce qui se passe pour s'assurer que tout se fait le plus possible en intégrant les aspects de développement durable dans nos choix décisionnels au niveau des opérations. Vous le savez probablement, on aura aussi un bâtiment au centre-ville. On va prendre possession de ce bâtiment-là à l'automne 2022. Et nous sommes aussi très impliqués dans les choix qui se passent là-bas, toit vert, toit blanc. Et on a une programmation aussi en développement durable parce qu'on aura compris que depuis la pandémie, les enjeux de développement durable s'accélèrent. On en est très fiers, très contents. Je dirais, on n'est pas content que la planète aille si mal, mais au moins, on prend davantage en considération les enjeux de développement durable partout, dans toutes les sphères des organisations, dans toutes les sphères de notre société. Et ça, pour nous, c'est un moteur pour aller encore plus vite et plus loin pour sauver la planète et avoir un peu moins d'inégalités sociales. Donc, notre plan d'action, qui a été créé suite à la politique, nous a permis d'obtenir la certification STARS A à la fin au milieu de l'année 2021, pardon. Alors, on a la certification STARS A. Bien peu d'universités au Québec ont cette certification, alors nous en sommes très fiers. Nous avons aussi Corporate Knights, où nous avons eu une très belle classification. L'agrément EQUIS, dont je vous parlais tantôt, ont reconnu nos efforts aussi en développement durable. Donc, tout ça fait en sorte que notre approche est intégrée et touche à chacune des sphères de l'école, autant pour les parties prenantes à l'interne que pour les parties prenantes à l'externe. Je vous le disais tantôt, alors en enseignement et en recherche, on fait aussi une vigie des éléments qui sont présents, autant dans les différents programmes que dans les publications de recherche. Donc, on a une spécialisation au baccalauréat, 7 programmes de 2e cycle spécialisés dans un thème lié au développement durable, 94 cours portant ou traitant de développement durable, donc 12% de nos cours, 66 articles, livres édités, chapitres de livres ou cahiers de recherche en développement durable, publiés par 47 professeurs différents, 36 essais, mémoires, thèses sur un sujet lié au développement durable et une collaboration avec le laboratoire d'innovation Construire l'avenir autrement avec l'UDM et Polytechnique. Donc, HEC Montréal est une business school qui est rattachée à l'Université de Montréal et à l'École des ingénieurs polytechniques. Et on s'assure aussi d'avoir un arrimage avec nos 2 sœurs, si je puis dire, pour s'assurer qu'on peut développer des projets communs de plus grande envergure. Nos opérations, j'en ai parlé un peu. Donc, on a travaillé à la réduction de la consommation d'eau. On a travaillé à la réduction de nos GES et on travaille pour atteindre la carboneutralité en 2040 et on le souhaite même peut-être plus rapidement. On fait la promotion de la mobilité durable. Donc, on a les Bixi, les vélos. Il y a des vélos aussi électriques. On s'assure qu'il y a des stations et des prix raisonnables pour notre communauté. Et on valorise aussi toute la réduction des déchets informatiques et des déchets électroniques qui, vous le savez, prennent énormément de place dans notre société actuellement. Donc, on s'assure vraiment de trouver les fournisseurs, de trouver les parties prenantes à l'externe comme à l'interne qui vont nous aider à faire ce que l'on doit faire, c'est-à-dire éduquer notre communauté à toutes les pratiques, s'assurer que toutes les pratiques en développement durable sont appliquées par elles et eux. On a aussi un grand programme de compostage. Tout est composté le plus possible, recyclé, le moins de déchets possible. Et ça a eu une réduction, un impact de réduction donc, de la facture de nos déchets et aussi de l'enfouissement.
On veut, comme je le disais tantôt, engager l'ensemble de notre communauté. Alors, on travaille avec la communauté dans différents projets. Donc, il y a 828 étudiantes et étudiants qui sont impliqués dans la vie associative. Et dans cette vie associative, il y a beaucoup de compétitions. Et ces compétitions-là, un peu comme à l'instar des accréditations externes, donnent de plus en plus de place aux cas à résoudre qui ont des dimensions de développement durable. Donc, on est très fiers de ça et vous le verrez un petit peu plus loin, on gagne quand même pas mal de prix, ce qui veut dire que je pense qu'on est capable de, c'est une mesure en fait, un étalon, pour nous dire qu'on fait quand même assez bien notre travail à cet effet, de former nos étudiants sur ces enjeux-là. Pour la vie associative, on a aussi recours à nos anciens diplômés. Vous allez en rencontrer cet après-midi. Alors, des diplômés qui se sont investis, qui ont une carrière en développement durable et qui viennent nous aider à coacher nos équipes qui font des concours en développement durable pour que tout ça soit un effet multiplicateur. On a aussi 4 associations. On a un conseil étudiant développement durable créé en 2020 qui est supervisé par Nadia que vous avez rencontré tantôt. On a aussi des regroupements étudiants, un club MBA qui travaille au développement durable. Et ce qu'on a créé récemment, c'est une escouade étudiante qui, à chaque début de session, invite les étudiants à appliquer toutes nos mesures en développement durable. Donc, quand les étudiants sont accueillis, on a une section développement durable pour leur expliquer tout ce qu'on fait ici à l'école. Donc, ensuite, je vous parlais tantôt des compétitions. Alors, les compétitions, on voit que les compétitions font rayonner notre communauté et particulièrement en développement durable. Donc, on a une équipe de compétition à l'école HEC Montréal, donc Jean-François Saint-Pierre, Anne Bourris, qui sont les maîtres d'œuvre pour accompagner toutes nos équipes en compétition et qui s'assurent qu'on a les bonnes personnes pour préparer nos étudiants, nos étudiantes pour ces compétitions. Et je crois sincèrement, pour l'avoir moi fait à une époque un peu lointaine, que de travailler, que de préparer des compétitions, de faire des pitchs devant des jurys, aide beaucoup à la présentation et aide beaucoup à la carrière de chacun et chacune des personnes qui s'impliquent. On a aussi instauré, il y a quelques années déjà, un fonds en développement durable. Alors, à l'école, on a des associations, 4 associations étudiantes, et ces associations étudiantes sont par programme, donc baccalauréat, études supérieures, MBA et certificat. Et ces associations-là, on leur a demandé, est-ce que vous seriez intéressés à contribuer, de par vos frais annuels, à un fonds en développement durable? Alors, les associations ont accepté avec plaisir et la négociation que j'avais faite à l'époque avec les dirigeants de l'école, c'était que pour chaque dollar ou pour chaque dollar ou chaque euro, dans le cas de Paris, qui est mis dans le fonds, l'école fait un appariement. Donc, il y a un fonds de l'école qui apparie cet argent. Et donc, on se retrouve maintenant avec un pactole fort intéressant et ça permet de créer des activités en développement durable ou d'acheter des infrastructures, de préparer, par exemple, une salle de repos pour le bien-être étudiant, pour des activités étudiantes. Donc, on est très fiers de cette idée. En ce moment, on travaille, par exemple, à une garderie pour les parents étudiants, les parents étudiantes. Donc, une halte garderie pendant les examens. Très souvent, les parents qui étudient ont de la difficulté à trouver ce genre de service. Alors, le Fonds en développement durable peut contribuer à une infrastructure comme celle-là. Ensuite, un projet qui nous est très cher, qui existe depuis presque 5 ans, c'est le projet Hectare urbain. Alors, le projet Hectare urbain, c'est une forêt nourricière que nous avons tout près de l'école, ici, juste adjacent à l'école, et des étudiants s'impliquent. Pour ce projet, Nadia Ponce-Morales est responsable, et les étudiants s'impliquent à faire en sorte qu'on s'assure qu'on a des plantations, on a des abeilles, on a un programme de préservation des semences ancestrales. Donc, encore une fois, nos étudiants, sur une base volontaire, peuvent contribuer à ce programme. Et on a bonifié ce programme-là en faisant aussi un parrainage d'écoles primaires et secondaires pour que des écoles qui vivent parfois en milieu défavorisé
se retrouvent à venir voir ce que c'est que de cueillir des fruits, des légumes dans notre jardin, de comprendre les espèces d'arbres, de comprendre les semences. Je me plais toujours à dire que quand on voit nos jeunes qui ont les mains dans la terre et qui par la suite retournent dans leurs écoles, font à leur tour un endroit à l'extérieur ou à l'intérieur où ils font pousser des légumes, des plantes, des fleurs, ça donne tout un autre sens à l'éducation et c'est des choses, je crois, que nos étudiants et étudiantes qui les parrainent n'oublieront pas, mais que les jeunes aussi qui grandissent vont très certainement inscrire dans leurs valeurs et c'est ce qu'on souhaite le plus possible. Alors, avec ce projet d'avoir comme objectif le développement durable pour même des personnes qui ne sont pas encore à l'école, c'est important pour nous qu'on dirait pourquoi vous faites de la permaculture, vous êtes dans une école de gestion, mais parce que pour nous, on doit former pas uniquement les personnes en gestion, mais on doit former les personnes à être des ambassadeurs pour un meilleur climat, pour un meilleur avenir sur notre planète. Et c'est pour ça aussi qu'on veut que nos étudiants soient aussi sensibilisés au milieu défavorisé, à la pauvreté. Donc, ça fait partie vraiment des valeurs qu'on veut donner extra-curriculum à nos étudiants et à nos étudiantes. Dans nos réalisations en développement durable, on a aussi, il y a déjà 2 ou 3 ans, participé à un concours, pas une compétition, pardon, mais un concours où, avec le groupe Ashoka, donc Ashoka, qui est des change, la certification Ashoka certifie des campus qui sont identifiés comme étant des change leaders. Donc, nous avons été le premier campus francophone à être identifié change leaders. Et ça, c'est grâce à tout le travail qui se fait dans le volet impact social, responsabilité des entreprises à HEC Montréal. Bien sûr, ce que je vous ai présenté tantôt, par exemple, hectares urbains, par exemple, toutes les compétitions de cas, sont des réalisations qui nous ont permis d'avoir cette certification-là et qui démontrent qu'à HEC Montréal, on travaille autant avec des organisations qui sont dans le marché de l'économie que je pourrais appeler traditionnelle, mais aussi avec des organisations qui sont à but non lucratif, qui sont des coopératives, qui sont des entreprises du secteur public et qui sont des entreprises qui ont le profit comme accessoire à leurs activités. Donc, bien sûr, tout type d'entreprise doit faire du profit, mais en même temps, quand on regarde le profit, ce n'est pas une fin en soi, mais le profit fait partie du portefeuille des actions d'une entreprise et plus on va pousser les entreprises à portée sociale, je pense que plus on aura des entrepreneurs qui seront complets et qui nous aideront, encore une fois, à faire ce monde meilleur. Donc, on est très fiers de cette accréditation-là. Nous avons la légitimité d'être des change makers, donc de pousser encore davantage les changements dans les curriculums et aussi extra-curriculum. Une autre réalisation, vous savez, à HEC Montréal, on est tout près de 300 professeurs et donc les professeurs sont des intrapreneurs. Alors, une autre grande réalisation dont on est très fiers et qu'on a supporté au pôle IDEOS, qui a été, comme le disait Nadia, créé sous ma gouverne, mais avec 3 autres collègues, Luciano Barine-Cruz, Jonathan Deschênes et Marley Posebon. Donc, nous avons créé ce pôle IDEOS qui est Initiative pour le développement des entreprises et des organisations à vocation sociale. Alors, dans ce pôle, on a accueilli une professeure, Mai Tai, qui, elle, a développé la Social Business Creation. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Donc, c'est une plateforme qui est offerte à travers le monde pour des étudiants et des étudiantes qui veulent créer une entreprise sociale pour être capable de résoudre un problème social ou un problème environnemental. Alors, cette compétition existe depuis déjà 2016 et il y a plus de 477 équipes, 1500 participants et 82 universités qui ont participé à la Social Business Creation. Alors, ce programme débute en janvier et se termine en septembre.
Et les équipes finalistes sont challengées ici à Montréal. Donc, on a des équipes du Mexique, de la Thaïlande, d'un peu partout à travers le monde. Et c'est vraiment très, très, très rafraîchissant et ça donne beaucoup d'espoir de voir ces jeunes qui créent des organisations, des business, mais pour résoudre un problème sociétal. Alors, pour terminer, un autre volet des fonctions en développement durable, c'est le volet équité, diversité, inclusion. Alors, le volet équité, diversité, inclusion, il est sous la gouverne du secrétariat général, ou plus précisément sous la gouverne de la secrétaire générale, en l'occurrence moi, depuis déjà 2 ans. On a choisi à HEC Montréal le secrétariat général pour implanter les politiques d'équité, diversité, inclusion parce qu'on se disait il faut que ça touche l'ensemble des parties prenantes à HEC Montréal. Alors, le secrétariat général, qui est responsable des étudiants, qui est responsable des politiques de gouvernance, était probablement l'endroit le plus approprié pour faire en sorte qu'une culture d'équité, diversité, inclusion soit implantée à HEC Montréal. Alors, lors de la mise en place de cette direction-là, on a choisi, dans un premier temps, de faire un plan d'action avant de créer une politique. Pourquoi? Parce qu'on voulait vraiment être dans l'action et amorcer, si vous le voulez, les changements de manière je ne dirais pas rapide, mais de manière structurée et d'impliquer chacune des parties prenantes. Alors, vous le voyez, on a 5 grandes actions qui font partie du plan d'action en équité, diversité, inclusion. Donc, engager, connaître, comprendre, sensibiliser et agir. Alors, ce programme-là, donc, ou ce plan d'action-là, on le déploie encore avec une petite équipe de 3 personnes qui travaillent avec les différentes directions, avec les professeurs, avec l'équipe administrative, avec les étudiants, à déployer toutes sortes de programmes, de projets, des formations pour faire en sorte qu'HEC Montréal soit un milieu de travail, un milieu d'études plus engagé au niveau de l'équité, au niveau de la diversité et au niveau de l'inclusion des différents profils. Donc, on vise davantage l'inclusion que l'intégration. Pour moi, ça, c'est très parleur, c'est-à-dire inclure tous les gens issus de la diversité dans tous les groupes d'affaires, dans tous les groupes dans lesquels l'école a des activités. Donc, pour terminer, alors je pense que Faustine avait commencé avec notre nouvelle mission. Alors, notre nouvelle mission que nous avons mise en œuvre en 2020, pendant la pandémie, qui fait en sorte que le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises et l'éthique sont maintenant au cœur de notre plan stratégique, au cœur de notre mission. Et nous sommes à élaborer un écosystème en développement durable, responsabilité sociale des entreprises et éthique. Alors, je vous dirais, soyez alertes. Très bientôt, en 2022, on aura le lancement de ce grand écosystème parrainé par une équipe de professeurs et une équipe de parties prenantes externes qui vont nous aider à faire en sorte que cette mission, dont nous sommes très fiers, soit réalisée et qu'elle fasse en sorte que les diplômés qui sortiront d'HEC Montréal seront encore plus sensibles aux enjeux qui dressent le développement durable, que ce soit au niveau social, environnemental ou économique. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite un bon colloque et je nous souhaite tous de travailler le plus ardemment possible en développement durable pour qu'on s'occupe de notre planète et des personnes qui y vivent le plus adéquatement possible. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Est-ce que la parole est à Faustine? Allô, Faustine? Tu m'entends, Joanne? Oui, je t'entends très bien. Et toi, est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend et on te voit. Merci beaucoup pour la présentation des réalisations de HEC Montréal. On voit, comme tu l'as dit, qu'il nous reste beaucoup à faire, mais on a déjà bien amorcé la pompe. Donc, je te remercie, Joanne, d'avoir participé à la première édition de cet événement.
Alors, Merci. s'il y a des questions pour Joanne, c'est le moment de les poser. Et du coup, je vais passer le relais à Nadia, qui s'occupe normalement de la partie questions-réponses. Nadia, est-ce que tu as eu des questions-réponses sur le clavardage, par exemple? Pas encore, mais donnons quelques minutes aux personnes. Est-ce qu'il existe dans la salle ou ça veut des questions? Tout était vraiment trop clair et limpide. Est-ce que dans la salle à Paris, nous avons des questions pour Joanne? Alors, oui? Peut-être aller au micro, oui? Bonjour, Bonjour. je suis Manon Gigot, étudiante à la maîtrise en management et développement durable et aussi membre de l'escouade d'aider depuis 1 an avec Nadia notamment. Je voulais savoir, étant donné l'ouverture du campus centre-ville prévue normalement à l'automne 2022, quelles sont les ambitions d'HEC en matière de développement durable et d'EDI pour ce campus? En fait, ce campus fait partie de notre campus autant que les 2 autres bâtiments, mais ce qu'on souhaite, c'est peut-être qu'à Paris, je nous souhaite de vous rencontrer ici à Montréal, mais ce que l'on souhaite, c'est que ce bâtiment, c'est la première fois qu'on retourne au centre-ville depuis de nombreuses années. Alors, en étant au centre-ville, dans le quartier des affaires, on a développé une programmation pour faire en sorte que les personnes issues du centre-ville, du quartier, ou les personnes qui travaillent dans des organisations qui gravitent autour de ce bâtiment-là puissent venir à HEC Montréal, assister à des conférences, comprendre les enjeux aussi, par exemple, d'itinérance, comprendre les enjeux. On travaille avec le Y des femmes pour travailler sur le retour au travail des femmes après la pandémie. On sait que c'est plus difficile. Les femmes ont été très touchées par la pandémie. Donc, on est en train de développer une programmation qui va inviter les gens. Très souvent, quand on est à l'extérieur des grands centres, comme on l'est un peu ici dans ce pavillon-ci, les gens ne peuvent pas venir très rapidement, facilement le matin avant d'aller travailler. Alors, on espère qu'avec le retour en présence, avec la fin éventuelle de la COVID, on pourra inciter les gens à venir à HEC Montréal. On travaille aussi avec un centre de jeunesse-emploi pour inciter les jeunes à raccrocher au milieu de l'éducation et faire en sorte qu'ils pourraient venir visiter HEC Montréal. On pourrait avoir une forme de parrainage. Alors c'est le genre de programme qu'on est en train de mettre en place. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce pavillon-là soit ouvert à tout type de conférences, mais quand même un volet très important sur ce qui touche les enjeux de développement durable. J'en profite pour vous remercier de vous impliquer dans l'escouade en développement durable. C'est très apprécié. Merci. D'autres questions? Non? Jean-Michel? Alors, pas de questions. Donc, je pense qu'on pourrait céder la parole à la prochaine activité, si ça vous convient. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Joanne. Merci. Donc, nous avons maintenant une période d'entracte de 5 minutes environ, le temps d'installer nos diplômés panélistes. Donc, on se retrouve dans 5 minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Montréal. Bonsoir à toutes celles et à ceux qui sont connectés. Bonsoir Paris. Nous allons poursuivre notre événement, donc Inspiration durable, dans quelques instants. Donc, je vous invite à ceux qui sont en présentiel à vous réinstaller dans le respect des conditions sanitaires actuelles. Je vous remercie. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous, prenez votre temps, pas de souci.
Alors, permettez-moi simplement de me présenter. Je suis Élodie Guénaud, responsable relations entreprises et carrière au Bureau international de HEC Montréal. Je suis également votre hôte ce soir et j'ai eu le plaisir de collaborer avec les équipes donc, de Nadia à Montréal, Jean-François, à Paris avec Lamia, Faustine, Grégory, qui est notre chef d'orchestre audiovisuel. Et nous sommes très fiers de vous proposer cette première édition des Journées Inspiration Durable. Je regarde mes notes en même temps. Alors, il faut avoir en tête que HEC Montréal, au-delà de l'excellence académique internationalement reconnue, au-delà de sa vie étudiante et de sa ville étudiante et de ses nombreuses associations, de ses 5 à 7, au-delà de ses professeurs qui en ont inspiré plus d'un, je pense, ici ce soir, HEC Montréal, c'est également une grande famille avec plus de 100 000 diplômés répartis à travers le monde et avec plus de 10 000 diplômés installés en Europe. Ce que je vous propose ce soir, c'est de vous diffuser une vidéo qui est proposée par la direction de la Fondation et des relations avec les diplômés. C'est une vidéo qu'on va vous diffuser en avant-première et j'espère qu'elle va vous aider à vous remémorer, j'espère, quelques moments, quelques instants passés sur le campus et vous rappeler également l'importance de votre réseau. Parce qu'on a des rêves, on soutient l'ambition de plus de 15 000 étudiants par année et de près de 100 000 diplômés partout à travers le monde. Parce qu'on veut transmettre, on consolide les liens entre les diplômés et la collectivité en faisant la promotion d'événements et en organisant diverses activités. Parce qu'on se perfectionne, on offre à la communauté des ressources innovantes facilitant l'apprentissage et on contribue à financer l'investissement de nouvelles installations et d'outils numériques performants. Parce qu'on est fiers. On reconnaît le talent de nos étudiants en octroyant des bourses destinées à souligner l'excellence, la persévérance et l'engagement. Parce que rien ne nous arrête. On mobilise la communauté pour soutenir les étudiants nécessitant une aide financière urgente liée aux imprévus. Parce qu'on voit loin, plus loin. On aide à propulser la carrière des diplômés dans la sphère internationale par l'appui d'un important réseau issu de la communauté. Parce qu'on voit grand, plus grand, on soutient les projets de recherche en gestion pour développer, innover et transmettre nos connaissances à l'ensemble de la société. Parce que main dans la main, on bâtit des lendemains. On encourage le partage d'expertise, d'expérience et de savoir entre les diplômés et les prochaines générations de gestionnaires. Parce que chaque « on » rend possible les grandes réalisations. On, c'est eux. On, c'est vous. On, c'est nous. Parce qu'ensemble, on est indéfiniment plus fort. Voilà. Bonsoir Montréal, nous vous voyons à Paris. Je vais inviter nos intervenantes de ce soir à Paris. Donc Sarah, je t'invite, Elena également. Et je vais inviter également Justine Hutto qui nous rejoint exceptionnellement en duplex car elle n'a pas pu se libérer malheureusement pour venir en présentiel. Est-ce qu'on a Justine en connexion? Hello Justine, super. Merci beaucoup d'être présente. Merci à toutes les trois d'être présentes également à Paris. Merci à tous les trois à Montréal pour passer la main à nos super modérateurs. Je vais peut-être faire un petit tour de table et je vais vous donner un exercice qui n'est pas forcément évident. Vous présenter en 2 minutes top chrono en nous indiquant votre nom, votre prénom, votre année de diplomation, le diplôme que vous avez préparé à HEC Montréal et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, donc votre fonction ou votre entreprise actuelle. Je vais commencer par Elena, notre modératrice à Paris. Merci. Bonsoir tout le monde, donc, je m'appelle Elena Bunel, je suis issue de la QV 2010 et j'ai spécialisé en finance, donc j'ai effectué une première partie de ma carrière dans des grands groupes en finance dans différents pays. Et j'ai effectué une reconversion professionnelle il y a 5 ans maintenant dans la transition environnementale. Donc j'ai travaillé dans des organismes qui aident des entreprises notamment à effectuer des trajectoires bas carbone. Et je viens de rentrer en France et je travaille depuis peu sur une mission de déforestation importée auprès du ministère de la Transition écologique.
Merci beaucoup, Elena. Sarah, je te passe la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Sarah Pras-Robin, je suis diplômée du baccalauréat en 2010 et aujourd'hui, donc, je travaille au ministère de la Transition écologique où je suis auprès du commissaire général au développement durable. Nous sommes chargés donc, de mettre en œuvre les politiques publiques sur l'ensemble des questions de développement durable. Nous avons aussi une vocation interministérielle. En général, dans les politiques publiques, chacun travaille de son côté. Nous, notre idée, c'est de faire travailler l'ensemble des acteurs sur ces questions et je suis notamment en charge de plusieurs sujets qui sont des sujets multi-parties prenantes, donc notamment la publicité et la transition écologique, la déforestation importée, mais également la lutte, par exemple, contre les fake news sur les sujets environnementaux. Merci beaucoup, Sarah. Je vais passer la parole à Justine, également en duplex avec nous. Justine, on te voit. Hello. Alors, déjà, je suis désolée de ne pas être présente avec vous. Mais vous me voyez. Alors, on te voit, mais la connexion est difficile. C'est bon. Je pense qu'il y a un lag un peu. Oui, Justine, effectivement, on a une connexion qui est limitée avec toi. Je te propose de te reprendre juste après. Je vais passer la parole à Montréal. Moussine, je te passe la parole. Bonjour, bonsoir Paris. Donc, mon nom est Moussine Marachi, je suis directeur des ressources humaines chez Renaissance depuis 2009. Je suis titulaire d'un bac en économie en 1994 à l'université Hassan II au Maroc. Je suis titulaire d'un certificat en ressources humaines HEC en 2007. Et puis, je suis titulaire aussi d'une maîtrise en relations industrielles à l'Université de Montréal en 2009. Donc, comme je dis, je suis directeur des ressources humaines depuis 2009 chez Renaissance. C'est une organisation à but non lucratif qui, sa mission consiste à la réinsertion des personnes éloignées du marché de travail dans le marché de travail et qui utilise en fait la récupération des dons pour financer cette mission. Voilà, merci. Merci Moussine. Indou, je te passe la parole. Oui, merci. Indou Krishnamurti. Je suis la directrice générale de Microcrédit Montréal. Je suis aussi diplômée de programme exécutif MBA de McGill HEC Montréal de 2015. Et ça me fait grand plaisir de revenir dans mon alma mater. Merci beaucoup, Indou. Je passe également la parole à Philippe. Bonjour à tous. Bonsoir à Paris. Philippe Lantier. Je suis de la cohorte 2008 du DESS en gestion et développement durable ici à HEC Montréal. Et puis, je suis actuellement chef de pratique changement climatique chez Énergir, donc principal distributeur de gaz naturel au Québec. Et mes responsabilités sont de travailler sur des initiatives de décarbonation de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie qu'on distribue, avec une emphase particulière sur les initiatives qui touchent nos clients et leurs émissions. Alors, enchanté et au plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que Justine est connectée, est avec nous? Alors oui, mais je me suis mise dans un coin où j'ai mes connexions, c'est un peu compliqué. Je suis désolée, je vais faire mieux. Donc je me présente rapidement, moi c'est Justine Hutto. J'ai diplômé en 2016 du BA en finance et en marketing, donc à Montréal. J'ai continué en maîtrise scientifique en marketing, j'ai diplômé en 2018. Je suis rentrée en France et j'ai tout de suite lancé mon entreprise, donc qui est une marque de soins et d'hygiène naturelle, avec uniquement des produits qui sont naturels, bio, vegan, sans ingrédients controversés et made in France. Et en 2 ans, ça a bien grandi, puisqu'on est maintenant 30 dans l'équipe. On est distribué dans 3000 points de vente. On est une communauté de plus de 500 000 personnes. Et on a vendu plus de 5 millions de produits en 2 ans. Voilà. J'espère que vous m'avez entendu. Oui, c'est bon, on t'a bien entendu. Merci beaucoup. Eh bien, je vais passer la parole à nos 2 super modérateurs, Elena et Moussine. Et donc, je crois que c'est Elena qui démarre. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis ravie de co-animer ce soir la table ronde.
Je vais commencer par poser une question à Sarah, peut-être pour commencer la discussion, de nous parler d'un moment dans ta carrière où s'il y a eu un déclic qui t'a donné envie d'allier impact et aussi le choix de ta vie professionnelle, peut-être. Parfait, merci pour cette question parce qu'en général, on parle effectivement de déclic. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient déjà très investis sur ces sujets. Ils étaient dans le tri des déchets, donc forcément, quand tu as 7 ans, on sait déjà mettre dans quelle poubelle, ça nous forge un petit peu cette idée. Mais j'ai vu qu'on pouvait avoir vraiment un impact justement à HEC Montréal, lorsque j'ai eu la chance, choisie par mes pairs, d'être présidente de l'AEHEC, donc l'association des étudiants au niveau du bac. Et on a eu une réflexion au moment où on allait changer d'équipe, de se dire mais est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un vice-président aussi pour le développement durable. Alors à l'époque, au 4 à 7, on n'avait pas de verre en plastique recyclable, on ne faisait pas forcément attention à ces questions-là. On avait beaucoup d'activités qui étaient sur les activités plutôt d'ordre économique, de réseautage. On allait vous pousser à rejoindre des comités qui étaient vraiment portés sur ces questions d'économie, de gestion. L'AEHEC était déjà active sur les questions sociales. On avait notamment le défi tête rasée ou 5 jours pour les sans-abri, mais il n'y avait pas forcément d'activité directement reliée au développement durable. Et donc, on a décidé de faire élire pour la première fois ce vice-président développement durable et de créer, alors je salue, je crois, Manon qui est dans la salle, mais les premières escouades développement durable. Donc, c'était en 2009-2010. Au début, il y avait très peu de personnes, mais notre idée, en tout cas derrière, c'était d'avoir des ambassadeurs qui allaient, durant les événements étudiants, aller sensibiliser la communauté. Et là, je me suis dit vraiment, on peut avoir un impact à la fois sur les étudiants, mais donc aussi possiblement les futurs diplômés. Et je vois que ça a fait des petits et que donc ce déclic a bien fonctionné. Et ensuite, pour moi, ça a été vraiment un prolongement de carrière. C'était de me dire, je ne me vois pas travailler et je respecte ceux qui en sont capables, mais pour une entreprise dont je ne partage pas les valeurs, je ne me vois pas me lever le matin et me dire que mon but aujourd'hui, c'est juste de faire du business et de faire gagner de l'argent. Donc, je me suis orientée d'abord plutôt vers les organisations internationales, puis les ONG, les think tanks. Et aujourd'hui, grâce à un premier poste qui était vraiment directement sur les 3 piliers du développement durable, puisque j'étais conseillère diplomatique auprès du haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, j'ai vraiment pu voir aussi un impact au niveau diplomatique, vraiment au niveau des États. Peut-être que parfois avoir un ministère en charge, c'est aussi important. Et ensuite de continuer ma carrière et aujourd'hui d'être vraiment sur des sujets plutôt environnementaux, mais avec toujours cet aspect de développement durable, 3 piliers, économique, social, environnemental. Merci Sarah, on peut lire la passion en tout cas, c'est super. Je vais passer la parole à Montréal, alors peut-être Indou, je vais t'inviter à partager ce moment inspirant, ce déclic que tu as pu avoir. Oui, merci Elena. En fait, pour moi, je pense que le déclic était en 2007. C'était le moment où j'avais lu le livre de Mohamed Yunus. Le livre s'appelait « Le banquier aux pauvres ». Et ce livre m'a beaucoup interpellée. Déjà d'abord parce que Mohamed Yunus est de Bangladesh. Moi, je suis originaire de l'Inde. Donc, je me suis dit, ça m'inspire de mettre les finances ensemble avec l'impact social. Mais vu que ma famille était ici à Montréal, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour mettre les deux ensemble? Parce que je travaillais dans une banque à l'époque. Et c'est comme ça que, en mettant le mot-clé microcrédit sur un moteur de recherche, je suis arrivée à la porte de Microcrédit Montréal, qui s'appelait ASEM à l'époque. Donc, voilà, j'ai commencé comme bénévole et maintenant, 13 ans plus tard, je suis toujours investie dans l'organisation. Et depuis 4 dernières années, je suis la directrice générale. Et donc, pour nous, ensemble, on va bâtir ensemble une société plus inclusive et prospère. Et cela, on peut faire seulement grâce à une équipe de tonnerre que j'ai le plaisir de voir avec moi, mais aussi plusieurs bénévoles qui nous entourent, qui sont aussi dans cette salle aujourd'hui. Merci Indou. Et Justine, si tu es encore là, je vais te poser la même question à toi. Quel était le déclic pour cofonder Respire? Oui, je suis là et j'espère que vous m'entendez bien. Toujours, oui. Alors, je m'entends en résonance, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire ce que je peux. Déjà, je suis trop fière, trop contente de voir HEC Montréal. Là, je l'ai vu sur l'écran, je vous vois là-bas et ça fait plaisir. Donc, que je vous raconte, moi, le déclic, il remonte à quelques années. À HEC Montréal, j'ai choisi de faire un mémoire en marketing et en fait, à ce moment-là, pardon, je suis désolée, je m'entends vraiment en résonance.
Je me focus. Et en fait, mon mémoire, j'ai choisi d'étudier les communautés digitales, donc les réseaux sociaux et les coureurs. Génial, je m'entends plus en résonance, merci. Et donc, j'ai décidé d'étudier les communautés de coureurs à travers les réseaux sociaux. Pourquoi les gens courent et se motivent sur les réseaux sociaux. Et Jean-Sébastien Marcoux, qui a été mon directeur de mémoire, m'a motivé à me mettre sur les réseaux sociaux moi-même, donc à me mettre à courir, à me mettre sur Instagram. Et c'est à travers ce parcours, à travers ce mémoire, que j'ai rencontré énormément de coureurs, que j'ai découvert les communautés digitales. Et c'est ça qui m'a permis derrière de lancer Respire. Mais alors pourquoi j'ai eu l'envie de lancer Respire? C'est que j'ai eu ce déclic à un moment, dans cette course folle à la médaille, à vouloir faire toujours plus de marathons, d'ultra-trail. Un jour, on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. Et c'est ce qui m'a fait, ça a été une énorme douche froide pour moi. Ça m'a fait remettre en question plein de choses dans mon quotidien, des choses que je consommais, des produits d'hygiène que j'appliquais sur mon corps, et notamment les déodorants, puisque ma tumeur était juste sous l'aisselle droite. Et donc, c'est ça qui a été mon gros déclic, de me dire, j'ai envie de trouver un déodorant qui soit clean pour moi, pour ma santé, qui soit efficace, qui soit agréable à utiliser, mais qui soit aussi clean pour l'environnement, pour la planète, parce que ça fait profondément partie de mes valeurs, et qu'à HEC Montréal, on a quand même eu pas mal de cours autour de l'éco-responsabilité. Voilà. Merci beaucoup, Justine. Je vais passer la parole à Moussine, de l'autre côté de l'Atlantique, pour la deuxième question. Philippe, bonsoir, bonjour. Ah pardon, j'ai loupé Philippe. On t'écoute, Philippe. Pour, je dirais, créer ou bâtir une organisation responsable durable. Et quelles sont les compétences qu'on doit développer pour y arriver? Oui, c'est une super bonne question. En termes de compétences, un peu plus tôt, quand on présentait la feuille de route en EDI de l'école, je voyais plusieurs éléments qui doivent revenir, selon moi, dans la mise en place du développement durable en entreprise. Premièrement, je pense qu'il faut comprendre. Il faut comprendre l'entreprise dans son contexte. Il faut comprendre les enjeux de développement durable auxquels cette entreprise-là fait face. Et ensuite, il faut collaborer. Il faut donc agir et sensibiliser. Une chose que j'ai vue, mais dans le fond, c'est vrai pour la démarche EDI, mais c'est vrai dans toute démarche de développement durable. On doit mettre en œuvre un processus d'amélioration continue. Puis, personnellement, je crois que c'est super important en ce moment, aujourd'hui, dans le contexte. On a parlé un peu plus tôt, c'est Mme Turbide qui me disait, on est dans un contexte d'accélération en vue de l'urgence climatique, mais les autres défis qui nous guettent, comme la notion de la biodiversité, donc l'impact de nos façons de consommer et produire au quotidien sont à questionner. Donc, il y a des nouvelles connaissances qui émergent, il y a de la science aussi qui ressort. Donc, quelqu'un qui travaille dans le domaine doit être capable de naviguer et de rester à l'affût dans ce contexte-là, à mon avis. Ensuite, bien, on ne peut pas faire seul. Donc, il faut être capable de, premièrement, avoir bien adapté tout ça pour comprendre le contexte à l'heure actuelle, bien communiquer à nos collaborateurs. On doit collaborer avec des gens à l'interne, des gens à l'externe, avoir des partenariats inédits. Puis après ça, bien, continuer l'action. Donc, je dirais rapidement, là, ce serait des compétences clés, selon moi, là, à développer. Donc, on parle aujourd'hui d'agilité aussi à ce niveau-là. Sarah, Paris, de votre côté, est-ce que vous pourrez ajouter de plus ce que vient de dire notre collègue? Ce que je pourrais ajouter de plus, c'est quelque chose que j'ai vu comme un frein souvent, que ce soit dans les entreprises privées, dans les associations ou dans le domaine public, c'est de vouloir séparer la stratégie du développement durable. Et je salue pour ça, en tout cas Joanne Turbide l'a dit tout à l'heure, et j'en suis très fière du coup indirectement, mais de l'avoir raccroché au secrétariat général parce que ça concerne tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui pas forcément le plus courant. Alors bien sûr, il faudra du temps pour y parvenir et toutes les entreprises ne sont pas prêtes à ça tout de suite. Mais il faut se dire que le jour où on aura gagné, c'est le jour où le responsable stratégique de l'entreprise et donc la stratégie de l'entreprise sur 10 ans, ça sera la même que la stratégie développement durable. Sinon, ça veut dire qu'on a en fait une déconnexion entre la stratégie de l'entreprise et en même temps les besoins en termes de développement durable, que ce soit même en termes de ressources humaines et de connaissances là-dessus. Et là-dessus, je vous montre le petit badge d'ailleurs que Joanne Turbide avait également, qui sont les objectifs de développement durable. Ça peut être vu comme quelque chose de très lointain, un truc onusien qui n'est pas du tout terre à terre,
mais je demande en fait et j'appelle à la sensibilisation autour de ces objectifs qui sont une vraie boussole et qui permettent de se dire si j'actionne un levier sur tel sujet, je risque d'en faire pâtir peut-être un autre. En France, je vais prendre un exemple un peu intense, mais qui sont les gilets jaunes aujourd'hui. À la base, il y a eu une première réaction qui était face à une mesure de développement durable et de transition écologique. On aurait peut-être plus dû à l'époque se dire quels sont les impacts en termes d'économie, en termes de questions sociales. Et donc un frein qu'on a encore aujourd'hui, c'est cette dichotomie en fait entre ces trois piliers-là. Vous verrez, je le répète, mais parce qu'on en a encore besoin. Et donc je pense qu'un bon stratège et en tout cas un bon gestionnaire aujourd'hui, à chaque fois qu'il prend une décision, il doit se poser la question de se dire quel est mon impact sur la thématique de transition écologique, mais quels sont les incidences sur les autres thématiques, et donc aussi sur mes collègues, sur le bien-être au travail, sur aussi l'éthique. Voilà, ce n'est pas juste l'économie, la bonne gestion, mais c'est aussi la bonne gestion des ressources, peu importe lesquelles elles sont. Merci. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Dernière intervention, Andrew. Concernant les risques qui peut porter, en fait, je dirais un projet social, un projet d'impact sur l'impact positif sur l'économie, ça demande l'adhésion d'un plus grand nombre de gens. Et pour avoir l'adhésion, il faut consulter, il faut écouter, comme Philippe avait dit tout à l'heure. Puis, c'est sûr que ça va être plus long. Parce que, comme le proverbe africain dit, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, mais ces étapes sont importantes parce que le risque d'aller plus vite, c'est le risque qu'il n'y a pas une adhésion de l'équipe ou la compagnie, etc. Donc, de consulter puis demander l'adhésion, c'est une grande force parce que le risque, c'est un décollage. Deuxièmement, je parle dans des cas des OBNL. Je trouve, nous, quand on travaille pour l'impact social, on est tellement ancré sur notre mission, puis on est trop dépendant envers le gouvernement pour nos subventions. Et je trouve que quand on est trop dépendant d'un bailleur de fonds, il y a un grand risque parce que les priorités gouvernementales peuvent changer très vite. Donc, c'est aussi important en tant qu'OBNL de diversifier les sources de financement. Okay. Merci. À toi la parole, Elena. Merci. Je pense peut-être Justine, si tu voulais aussi répondre à la question. Tout à fait, je suis là. Et j'aime beaucoup ce que disait Hindou, le fait que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vrai que nous, chez Respire, depuis le début, on a ces valeurs ancrées environnementales de se dire, en fait, les cosmétiques aujourd'hui, le plastique, c'est ce qui pollue énormément. C'est une des choses qui pollue le plus aujourd'hui. Donc, c'est de notre responsabilité, en créant une jeune marque, d'aller trouver des produits qui sont les plus éco-responsables possibles et d'embarquer surtout la communauté, les clients à changer leurs habitudes de consommation, à changer leurs gestes du quotidien. Donc, c'est pour ces raisons que, au début, on a lancé un déodorant qui était en format liquide, roll-on, dans du plastique, mais tous les packaging qu'on lance où c'est des formats liquides où les gens ont l'habitude de les utiliser, c'est des packaging dans ce cas pour nous qui sont recyclés, recyclables et surtout on incite au rechargeable. Donc on éduque vraiment notre communauté, nos clients à recharger leurs produits et on se rend compte que de plus en plus de personnes sont vraiment prêtes à y aller. Et la deuxième chose, c'est ensuite pour aller vraiment pousser plus loin la transition écologique, on a lancé toute une gamme solide qui remplace en fait tous nos produits d'hygiène et de soins du quotidien, mais en solide. Donc c'est le shampoing solide, l'après-shampoing solide, le dentifrice solide en pastille, le déodorant solide. Et ça nous permet vraiment d'aller, de plus avoir de plastique dans notre salle de bain, d'être complètement zéro déchet. Et donc pour ça, il faut qu'on réussisse à trouver des produits qui sont solides, naturels, mais qui sont aussi tout aussi efficaces et agréables à utiliser parce que les consommateurs sont pas non plus prêts à faire des concessions sur la sensorialité au quotidien. Donc c'est notre devoir en tant que marque de le faire et d'aller les embarquer là-dedans pour les accompagner dans cette transition écologique. Et aujourd'hui, je suis très fière parce qu'on est leader sur le shampoing solide, donc on a réussi à embarquer de plus en plus de personnes.
Bravo, bravo. Merci Justine. Donc ma question maintenant va porter sur les embûches et peut-être les difficultés que vous avez eu à faire dans votre carrière face à voilà, ce monde qui doit changer, qui doit être plus inclusif et plus durable. Et donc Sarah, ma question c'est comment as-tu fait pour surmonter des difficultés que tu as pu avoir ? Alors forcément, on en rencontre tous les jours des difficultés quand on essaye et qu'on a des fortes ambitions. Je pense que la première des choses, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un bon gestionnaire aujourd'hui si on n'est pas à l'écoute de son opposition, de la comprendre et d'être surtout porteur de solutions. Alors ça peut paraître un peu un discours facile comme ça, mais c'est vraiment comme ça en tout cas que moi je le vois. Je travaille aujourd'hui sur beaucoup de plateformes, ce qu'on appelle des plateformes multiparties prenantes. On vient notamment de lancer une initiative française pour un cacao durable. Comment mettre autour de la table des ONG voilà, dans la revendication sur l'arrêt de la déforestation et autres, et toute l'industrie du chocolat, alors Ferrero, Nestlé, Mars, etc. On met aussi autour de la table des chercheurs, on met notre agence française de développement qui porte aussi des financements, et il faut essayer de trouver ce dénominateur commun qui fait qu'on a tous envie d'aller ensemble. Mais ça, on ne peut le faire que dans le respect et l'un de l'autre, mais on voit que parfois, il y a certaines personnes, forcément, qui vont être moins dans cette écoute-là, et on peut en fait se mettre des barrières qui, en réalité, je pense, n'existent que parce qu'on veut les voir exister. Le développement durable, à mon avis, ne parviendra à devenir la norme que le jour où on se dira que non, on n'est pas tous au même endroit, on n'a pas tous les mêmes moyens pour y arriver, et on n'a pas forcément tous la même urgence du sujet. C'est sûr que, voilà, là en France, même si tout ne va pas bien, ça va quand même relativement bien sur le développement durable, parce que nous, demain, on ne va pas être submergés ou on ne va pas connaître de grosses sécheresses. Par contre, on voit tout de suite l'urgence lorsqu'on va avoir une inondation. Il y a des gens pour qui c'est un quotidien tous les jours, et il faut aussi arriver à se mettre à la place des autres. Et donc c'est aussi un travail parfois intérieur sur soi-même, de se dire non, je gagnerai peut-être pas tout, mais rester positif. Et ça, c'est sûr que sur certains sujets, ça peut être une embûche de parfois vouloir un peu mettre de côté la compréhension de l'autre pour pouvoir parvenir plus vite. Et donc ça rejoint tout à fait le « ensemble, on va plus loin ». Je vois qu'on est à peu près tous d'accord, en tout cas sur cet état d'esprit-là. Mais c'est vrai que souvent, finalement, ce que j'ai remarqué dans l'environnement, le développement durable, c'est le manque de compréhension de la place de l'autre. Et donc ce serait un peu aussi un message aujourd'hui de se dire « mettons-nous à la place de l'autre, essayons de comprendre qu'est-ce qui bloque chez lui ». Tout à fait, merci. Philippe, si tu veux prendre la question. J'aimerais renchérir sur ce que Sarah vient de dire, puis je pense qu'en tant que praticien du développement durable, il faut s'adapter aux interlocuteurs avec lesquels on échange sur les sujets de développement durable. Puis il y a un ancien collègue et mentor à moi en développement durable qui m'a déjà dit « fais jamais quelque chose en développement durable pour une raison, assure-toi qu'il y ait au moins 2 raisons. » Puis qu'une de ces raisons-là soit liée à un impératif d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire, oui, on veut avoir un gain sociétal, environnemental lié à une initiative en développement durable, c'est clair, mais il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui soit amené pour les collaborateurs internes dans l'organisation ou même externes avec lesquels vous voulez monter ce projet-là. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sarah. Donc, il faut s'adapter. Il faut aussi, je crois, reconnaître qu'on ne peut pas faire les choses seul. Puis, en fait, dans les dernières semaines au Québec, il y a eu des études qui ont été sorties sur le fait que les PME veulent bouger en développement durable. Il y a eu l'Institut du Québec, puis plutôt aujourd'hui, Québec Net Positif, qui ont publié des rapports sur ce sujet-là, puis ils disent que les PME ne sont pas super bien outillés pour mettre en œuvre le développement durable. Alors, je pense que pour répondre à ça, ça prend des grandes entreprises, des énergères de ce monde, qui vont pouvoir avoir un impact dans leur chaîne de valeur auprès de leurs fournisseurs, biens et services, auprès de leurs partenaires pour trouver des solutions ensemble. Puis, dans tous les cas, pour en fait mieux comprendre l'autre, il faut l'écouter, comme Sarah a si bien dit. Et ça, ça prend du temps. C'est aussi ce que Hindou nous disait tantôt. Il faut prendre ce temps-là pour arriver à des solutions gagnantes. Merci beaucoup, Philippe. Justine, je ne sais pas si tu as envie de nous partager quelques difficultés que tu as pu avoir avec Respire et comment tu as pu les surmonter. Tout à fait. Alors, les difficultés, il y en a eu beaucoup, mais je vais me concentrer sur 2. La première, c'est en effet ce dont je parlais tout à l'heure, c'est d'embarquer les gens dans cette dynamique de consommer plus responsable. Donc, on le voit déjà aujourd'hui, il y a
il y a des applications qui naissent pour pouvoir donner une note, un impact environnemental des produits. Et il y a également les grands industriels qui y vont. L'Oréal a récemment lancé leurs 2 shampoings solides sous Garnier et Dove. Donc, c'est arrivé juste après nous, notre shampoing solide Respire, mais on était très contents de voir qu'ils y allaient aussi. Et eux, ils ont investissement marketing, donc ils peuvent faire de la pub télé et ils peuvent aller convaincre encore plus de consommateurs, enfin surtout leur faire connaître ces nouveaux gestes de consommation. Donc ça, c'est un peu la première embûche, c'est réussir à aller vraiment embarquer les gens avec nous. Et la deuxième, c'est plus au niveau industriel. Donc aujourd'hui, on fait nous que du Made in France parce que l'industrie cosmétique en France, c'est quand même très développé. Mais on voit quand même que les laboratoires, ils sont pas tous prêts au même niveau, au niveau recherche et développement, à être sur ces axes éco-responsables, donc c'est-à-dire aller chercher des ingrédients peut-être plus proches, plus locaux, plutôt que d'aller les chercher à l'autre bout de la planète. Ça, c'est quelque chose quand même sur lequel nous, on se bat et les consommateurs cherchent à consommer plus local. Il y a aussi en termes de packaging, réussir à développer les packaging les plus éco-responsables possibles, sans aller détruire des forêts, sans aller créer des nouveaux plastiques qui sont soi-disant des plastiques végétaux ou par exemple issus de fécule de maïs, mais qu'en fin de compte, on va avoir une déforestation au Brésil pour avoir ce type de plastique-là. Donc, il y a les embûches, c'est aussi que nous, on est à l'origine un peu de cette compréhension. On essaye de trouver les meilleures alternatives. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on connaît ces meilleures alternatives, donc on teste un peu. Et puis, s'assurer que les industriels embarquent avec nous parce que c'est eux aussi qui produisent et donc on a besoin d'avoir les matières les plus éco-responsables. Merci Justine. Ouais, donc en fait, il y a aussi beaucoup d'agilité quand on a des difficultés et se retrousser les manches. Indou, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce qui a été dit? Il y avait plein de choses qui ont été dites. Peut-être je peux prendre une anecdote. Quand à Microcrédit Montréal, oui, pour livrer nos services, la mission de base qui est la lutte à la pauvreté et l'exclusion, chose qu'on fait, c'est le microcrédit et l'accompagnement. Mais l'accompagnement prend des ressources. Et c'est sûr, on va faire appel aux bénévoles, mais on a aussi besoin d'une équipe. Mais un risque dans des petits organismes à but non lucratif, c'est qu'on ne peut pas donner un salaire qui est aussi stimulant pour, mettons, un gradué des HEC. Donc, souvent, ces gradués vont prendre... oui, il y a une motivation, mais ils vont aussi, il faut qu'ils acceptent de prendre un recul dans leur salaire. Et ça c'est un risque d'attirer les bonnes personnes qui sont aussi passionnés, mais qui ont une bonne compétence dans des organismes comme nous. Et donc, il faut réaliser que si on veut changer des choses sociétales, les entreprises doivent aussi tendre la main pour aider des organismes ou tous ces projets qui ont besoin d'avoir un impact social, mais aussi économique et environnemental. Merci beaucoup. Moussine, c'est à toi. En fait, vous ouvrez la porte à ma question parce que, en tant que directeur des ressources humaines, j'ai rencontré des jeunes, puis j'ai sollicité aussi des jeunes, et puis à chaque fois, ils me répondent, ils me disent « Est-ce qu'il y a une carrière à faire dans une organisation comme la vôtre ?» Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? C'est-à-dire de participer dans une organisation qui a une implication sociale à tous les niveaux, environnemental, social, avec les personnes. Comment vous allez vraiment conseiller ces personnes-là qu'il y a une carrière à faire dans des entreprises similaires? Je pense qu'il y a évidemment une carrière à faire. Par exemple, juste ici au Québec, il y en a tellement d'organismes ONG, comme on appelle, ou OBNL, comme les entreprises à l'impact social. Déjà, il faut la motivation de la personne de vouloir avoir un impact social, mais aussi cette sens de curiosité. Je dirais que dans des petits organismes, on a le privilège, si on a l'appétit d'apprendre plus, on a le privilège d'apprendre beaucoup plus. Tandis que, par exemple, quand je travaillais dans la banque, je faisais qu'une chose. Donc, j'étais maître d'une procédure peut-être, mais je n'avais pas le luxe d'aller voir comment les autres fonctions faisaient. Tandis que dans un OBNL, si on a l'intérêt, c'est sûr, on a ce privilège d'apprendre de différentes fonctions. Donc, ça ouvre nos esprits, comme on peut travailler sur les communications, comme le lever de fonds ou
comment gérer un portefeuille de prêts. Donc, il y a toutes sortes d'apprentissages. Donc, si on a un sens de curiosité, de vouloir un impact social, mais aussi un sens d'apprentissage continu, je dirais, dans des organismes à impact, il y a l'opportunité. Justine, on est toujours considéré comme en fait, si on parle des organisations comme le parent pauvre de l'économie. Donc, restons sur cet élan-là et en s'adressant aux jeunes, comment on peut les motiver et les attirer et les intéresser de participer dans des organisations similaires, sachant qu'on est des organisations du 21e siècle. Hein? On parle d'environnement, on parle de l'être humain, etc. Alors, comment on fait pour les motiver? Une bonne question, mais nous déjà, c'est vrai qu'on va parler tout à l'heure du fait que j'avais fait les réseaux sociaux sur les communautés digitales. Et en fait, attendez, le bon, je me mets juste là, je pense qu'il est meilleur. Et donc, sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai embarqué, aujourd'hui c'est plus de 500 000 personnes qui nous suivent, j'ai embarqué cette communauté en leur parlant de plein de choses, en leur expliquant en fait les produits, en leur expliquant nos choix, nos décisions, pourquoi tel produit on va mettre tel ingrédient dedans et pas tel autre, en leur expliquant l'impact environnemental d'un ingrédient quand il vient de l'autre bout de la planète. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a co-créé, en fait, on a créé plutôt une communauté dans la communauté qui s'appelle La Ruche et qui est une communauté de co-créateurs qui nous permettent de co-créer les produits avec eux. Et ce qui est génial, c'est que les faits de les intégrer complètement dans notre processus de développement, ça leur permet de prendre conscience et de réaliser à quel point les choix sont difficiles à faire, à quel point il y a un nombre de choix à faire et à quel point tel ingrédient ou tel ingrédient, l'impact environnemental, il est différent. Et donc, c'est comme ça qu'on sensibilise déjà un peu plus les consommateurs et puis surtout qu'on les embarque aussi avec nous à consommer nos produits et qu'on les attire dans notre entreprise. Pour le coup, nous, on est 30 chez Respire et c'est marrant, mais j'ai l'impression que plus on recrute en 2 ans, les personnes qui viennent maintenant chez Respire sont de plus en plus éco-responsables, ont ces valeurs-là, sont là avec leur tupperware, éteignent la lumière à chaque fois, sont là avec leur gourde, interdisent qu'on puisse avoir que quelqu'un puisse aller chercher à manger le midi et prennent un bol en plastique qui est donné directement par le restaurant en giveaway. Donc en fait, on sent que ça fait partie déjà de la génération, mais surtout c'est un mouvement global. Donc moi, au contraire, je les incite à faire ça. Ce que je veux pas, c'est avoir un discours anxiogène. Et c'est dire, il faut absolument passer au solide. Ce que je veux, c'est vraiment embarquer les gens sans être anxiogène, parce que je me dis que chaque petit pas compte et que c'est comme ça qu'on va aller au mieux. Et une autre chose dont je peux vous parler aussi, c'est que je viens de rentrer dans la CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat, qui vient d'être créée en France, donc qui va durer 1 an. Et c'est un regroupement de 165 dirigeants qui vont trouver des solutions et écrire une charte pour réduire complètement, même drastiquement, réduire par 5 notre impact environnemental dans nos entreprises. Alors c'est vrai que nous, chez Respire, on fait déjà beaucoup de choses, mais je me retrouve face à des entreprises, des industriels, des très gros, comme notamment L'Oréal, et c'est génial de pouvoir échanger avec eux et de voir que ces dirigeants-là aussi ont cette prise de conscience et sont prêts à faire quelque chose. Surtout quand je toque face à eux et je me dis là, il faut tous qu'on agisse ensemble, il n'y a pas le choix. Philippe, tout à l'heure, lorsqu'on était avant de commencer, vous m'avez dit que vous avez commencé en essayant de voir, en 2007, c'est ça, ton DESS, puis vous avez lâché votre travail pour terminer vos études. Donc, vous avez vu quelque chose dans votre carrière, en fait, en faisant cette formation-là, et puis aller vers une carrière qui va répondre à votre besoin professionnel. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Bien, le déclic pour moi, en fait, c'était déjà que très jeune, je me cherchais. Comme plusieurs jeunes qui sont sur les bancs d'école, on se demande qu'est-ce qu'on va faire plus tard dans la vie. Puis, mais à l'époque, je ne connaissais pas de spécialiste ou de praticien du développement durable en entreprise. Je ne savais même pas que ça existait, mais au fur et à mesure de mes voyages aussi, puisque j'ai eu la chance de voyager, puis ça a formé beaucoup chez moi cette idée. Puis je n'étais pas capable de l'articuler à ce moment-là, plus jeune, comme étant une volonté d'avoir un impact social, ni de dire nécessairement que je voulais améliorer les pratiques en développement durable, mais je voulais travailler sur ces sujets-là. Puis, un déclic pour moi, honnêtement, c'est d'être passé par HEC Montréal. Les personnes que j'ai rencontrées ici, les professeurs, je pense à Emmanuel Rofflet, je pense à
des anciens coordonnateurs du développement durable ici, comme Pierre Batelier, mais en fait, ils m'ont pris sous leur aile, puis on a pu monter des projets ici à HEC Montréal. Puis, on a notamment lancé Créateur de valeur, qui est un projet des étudiants du DESS qui visait à créer des vidéos avec des leaders du développement durable à l'époque, qui soient dans des commerces comme les produits écologiques Le Mieux ou justement des sociétés d'État, des journalistes, des organismes communautaires comme la Tablée des chefs, notamment Jean-François Archambault. Donc, ces rencontres-là, ces rencontres successives-là ont été des déclics qui ont allumé chez moi une compréhension de comment on peut faire vivre le développement durable concrètement. Puis ça m'a évidemment donné énormément d'énergie. C'est ça qui me motive à tous les jours là, de continuer depuis ce moment-là. Wow. Christine, comment on peut garder cet élan-là part et d'autre, c'est-à-dire en s'adressant encore une fois aux jeunes, parce que c'est la relève. Je sais que je m'adresse à des jeunes, mais comment on peut assurer cette relève, parce que c'est très important de continuer sur cet élan-là? C'est pour moi, hein, c'est ça, j'avais pas entendu le prénom, pardon. Je dirais en sensibilisant, mais de manière pas anxiogène. C'est ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est faire comprendre en fait que y a quelque chose qui va pas. Et surtout, enfin, quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde nos poubelles dans la salle de bain et qu'on voit tous ces plastiques, faire prendre conscience de ça. Et surtout, on en voit tous des photos passer, des vidéos des mers, je ne sais où, ou des pays en Afrique où il y a des lacs qui sont mais remplis de plastique. Et en fait, je suis convaincue que ma génération, on a tous pris conscience de ça. Maintenant, c'est comment on fait pour agir et faire changer les choses. Donc, c'est montrer qu'il y a des solutions tout aussi agréables à utiliser. Donc, moi, je parle spécifiquement des cosmétiques puisque c'est mon domaine, mais montrer qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller utiliser du plastique au quotidien pour se sentir bien. On n'a pas besoin d'aller consommer énormément d'énergie quelque part pour... on n'a pas besoin d'aller prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la France. Pour le coup, comme je suis en France, on peut très bien prendre le train. Oui, ce sera un peu plus long, mais ce sera beaucoup plus éco-responsable et ce sera très simple quand même. Donc, c'est juste montrer en fait qu'il y a des alternatives qui vont pas non plus changer notre quotidien complètement, mais qui vont nous faire avoir un impact drastique sur l'environnement. Et puis, c'est vrai que moi, en faisant partie de la Convention des entreprises pour le climat, on entend des chiffres. On a eu la directrice du GIEC qui est venue nous parler et qui nous expliquait que si d'ici 2050, on ne réduisait pas notre impact carbone, en fait, la Terre allait complètement manquer de ressources. Donc, c'est aussi être capable de faire passer des chiffres sans être trop anxiogène, mais en montrant qu'il y a des alternatives qui existent pour être éco-responsable dans son quotidien. Mea culpa, je voulais adresser la question à Sarah, mais ce n'est pas grave. Sarah, dernier mot, désolé. Non, je voulais être respectueuse et je pense que ton enthousiasme de Justine rejoint le mien. Non, moi, un dernier message que j'aurais à faire passer, c'est d'oser. C'est-à-dire que je suis contactée très régulièrement par LinkedIn, par des gens qui me disent... En fait, je voudrais aller dans la transition écologique, je ne sais pas comment faire. Déjà, le fait d'avoir osé contacter sur LinkedIn et essayer de se renseigner, c'est déjà une première étape, de ne pas avoir peur de se tromper. Je pense que moi, en 10 ans, j'ai déjà fait 6 jobs, mais ce n'est pas grave, j'ai appris dans chacun et j'ai amené des choses à ces organisations-là, jusqu'à certains moments, après, on a envie de changer. Et l'autre chose, c'est que même si vous êtes dans une entreprise qui ne vous paraît pas être la plus portée sur le développement durable, aujourd'hui, on commence à avoir des outils pour faire, et c'est ce que Joanne Turbide parlait d'intrapreneuriat. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais adoré, et maintenant c'est fait à HEC Montréal, mais à l'époque, qu'on m'explique qu'en fait, on peut même créer à l'intérieur d'une entreprise et créer des solutions de développement durable. Et l'association des diplômés d'HEC Montréal vient d'être la première association, hors association de diplômés française, à rejoindre Alumni for the Planet. Alors, désolé pour l'anglicisme, c'est un truc français. Mais donc qui, en fait, va vous permettre d'être en relation avec d'autres diplômés, soit d'HEC Montréal, soit d'autres, dans votre entreprise, et vous donner des outils, des clés pour essayer de faire changer au sein même de votre entreprise. Donc moi, mon message, c'est super, et je l'ai fait, de travailler pour des entreprises qui sont déjà dans le développement durable, mais n'hésitez pas à aussi faire changer les autres entreprises, parce qu'il y a
Voilà, ce point sociologique, on dit qu'il faut 10% pour faire changer une communauté. Donc, on a besoin de 10% des entreprises qui s'engagent et des organisations, ONG et même au niveau des entreprises publiques. On a besoin de ce 10%-là. Et donc, je me dis que si déjà tous ceux qui sont présents aujourd'hui à Montréal, à Paris, en visio, ils font s'engager leur entreprise, leur organisation vers le développement durable, eh bien, on accélérera pour l'atteinte de ce 10%-là. Et on a besoin de ça. Et n'ayez pas peur, peut-être, je rejoins Hindou, moi, ça a été un peu mon cas au départ de prendre un salaire un peu moindre, mais derrière, vous serez récompensé x 1000. Donc, parfois, il faut aussi faire un peu de sacrifice, mais se dire que ça en vaut la peine parce que votre expérience derrière, elle sera rentabilisée de toute façon, à la fois de façon monétaire, mais aussi de façon humaine. Voilà. Super, une belle conclusion. Merci beaucoup, Montréal. Je crois que la suite... C'est bon ? Merci. Bravo à vous 6. Merci beaucoup Montréal. Merci beaucoup Paris. Je vous propose de passer à la session questions-réponses. Je crois, Nadia, de ton côté, Montréal, tu as une question de la part de Bruno que je ne parviens pas à voir. Peut-être peux-tu prendre la parole à Montréal. Bien sûr. J'espère que vous pouvez bien m'entendre. Oui. En fait, Bruno nous pose la question. En fait, il se demande si, aux panélistes, si dans le cadre de leur quête de support ou de financement, si ils doivent répondre à des conditions ESG de la part des investisseurs ou créanciers, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui se passe d'un seul côté de la relation? Qui veut prendre la parole en premier? Je ne sais pas si... Est-ce que vous avez tous entendu la question ou pas? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Après, si c'est sur la finance durable, on peut un peu. Mais... Peut-être, Nadia, peux-tu répéter la question et l'adresser à quelqu'un en particulier? Oui, merci. Vous entendez sans doute, donc n'hésitez pas à clarifier davantage si votre question n'est pas bien comprise. Donc, c'est vraiment par rapport à en fait, les exigences de vos investisseurs ou créanciers. Si les investisseurs ou créanciers, en fait, ont des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Je peux peut-être commencer de mon côté. En fait, la réponse, c'est oui, Benoît. En fait, nos investisseurs sont très intéressés par certainement la performance climatique de l'entreprise, surtout son plan de match pour le futur, puisque la reddition de comptes en développement durable, elle se faisait chez nous, chez Énergir, de manière rétroactive. Donc, on fait le bilan des années précédentes. Mais les questions qu'on reçoit maintenant sont vraiment quels sont, en fait, les plans que vous mettez en place pour être résilient en termes de votre modèle d'affaires, d'intégrer, en fait, les nouvelles trajectoires de limitation de la hausse de la température dans votre plan d'affaires. Comment est-ce que vous allez aider vos clients à faire ce virage-là? Donc, les questions sont dorénavant plus prospectives. Puis, je confirme que nos investisseurs, que ce soit la Caisse des dépôts et de placement du Québec, qui a un plan d'investissement durable dans lequel ils enjoignent en fait les entreprises qui font partie de leur portefeuille à utiliser le référentiel du TCFD, donc le Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, à faire plus de divulgation climatique. Et ça, c'est juste les changements climatiques. On parle aussi d'investisseurs qui sont intéressés d'en savoir plus sur les facteurs ESG. Donc, comment est-ce qu'une entreprise est capable de gérer ces facteurs ESG? On a parlé de diversité et d'inclusion, on a parlé de sécurité, de biodiversité. Donc, c'est des éléments que les investisseurs souhaitent mesurer de plus en plus la performance, puis certainement la façon dont ces choses-là sont intégrées dans la gouvernance des organisations. Fait que c'est les grandes entreprises qui répondent à ces questions-là en ce moment, mais ça va sans doute, au cours des prochaines années, se répercuter dans les chaînes d'approvisionnement pour être des questions aussi qui se posent à des OBNL, mais aussi à des PME dans le futur. Merci beaucoup, Philippe.
Oui, Sarah ? Je peux rajouter, du coup, côté français, il y a effectivement un gros travail qui est en train de se faire par la place de Paris Financière sur la finance durable. Et j'invite tout le monde aussi à regarder les travaux. Alors, c'est un mot un peu barbare, mais ça s'appelle la taxonomie européenne. Donc, qui commence vraiment aussi à travailler sur ces choses-là. Il y a un texte voilà, qui devrait sortir. Mais vraiment, je rejoins complètement. C'est des questions qui se posent de plus en plus et qui vont avec ce que beaucoup d'entreprises sociales sont en train de développer, c'est-à-dire comment on mesure l'impact social, l'impact environnemental. Et donc, on a besoin aussi de cartographier tout ce qui existe dans le monde et peut-être à terme le décider. Et notamment ce qui a été lancé par le président de la République, Emmanuel Macron, au One Planet Summit. Il y a eu des questions sur le financement de la biodiversité et comment on l'inclut aussi dans l'aspect du financement et des investissements. Merci beaucoup, Sarah. Alors, il nous reste 5 minutes avant que Justine Hutto doive nous quitter. Donc, s'il y a des questions, notamment à Paris, à Montréal ou en ligne à destination de Justine Hutto, c'est le moment. Pas de questions ? Je suis disponible. N'hésitez pas, profitez-en. Moi, j'aurais peut-être une question pour toi, Justine. Donc, c'est... Oui. Est-ce que, au niveau du développement de Respire, vous comptez attaquer l'Amérique du Nord ? Un jour, peut-être. Grande question. Et ben, pour être honnête avec vous, on est approché dès le lancement. Et un mois après. Alors, ça lag. Donc, il y a 2 ans, par jour. Et en discussion avec eux, mais il y a autour de moi. Vous m'entendez ? Pour l'instant, tu es figé. Là, c'est mieux, oui. Je pense que ça marche. Merci. Ce que je disais, c'est que juste après le lancement, j'ai été contactée par Jean Coutu qui souhaitait nous référencer. Donc, j'ai étudié la chose. Après, quand on parle d'éco-responsabilité, on se dit toujours, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer mes produits là-bas ? Donc, les discussions que j'avais avec Jean Coutu, c'était de dire, il faut produire sur place au Canada. Mais là, ça devient vraiment une logistique beaucoup plus complexe. Donc, pour le moment, c'est pas dans les projets. Mais j'espère qu'on ira un jour, surtout au Québec. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Justine. En tout cas, merci énormément pour l'invitation. Merci à tous. Je suis désolée pour ce cafouillage un peu d'Internet et d'être en visio, mais ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, Justine. À très bientôt, en tout cas. À bientôt. Y a-t-il des questions pour nos panélistes ? Oui. J'arrive avec le micro. Gardez bien votre masque. Merci. Sarah, c'était surtout une question pour vous, toi. Les Gilets jaunes, du coup, ça a été un mouvement suite à une politique en soi de développement durable. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les futures mesures politiques pour le développement durable, par quel biais est-ce qu'on va pouvoir informer les citoyens que ce sont des mesures durables pour ne pas recréer des crises comme il y a pu avoir ? Alors, c'est une forte question. Je pense qu'on pourrait la poser à tous les candidats à la future présidentielle. Moi, j'apprends toujours de ce genre de choses. Alors, je n'étais pas en responsabilité sur le sujet, mais je pense que ça a quand même créé cette prise de conscience qu'il fallait faire attention à ce genre de choses. Il y a quand même des choses qui ont progressé depuis. Il y a notamment l'instauration d'un budget vert. Donc, en fait, on a l'habitude en France, et c'est la même chose au Québec, il y a un budget qui est adopté par nos parlementaires. Et ce budget vert, il est de voir où sont les mesures aussi qui sont favorables ou défavorables au développement durable. Donc, il y a cette prise en compte-là. La chose qui est peu connue aussi, c'est que, et il y en a maintenant dans chaque ministère, il y a des hauts fonctionnaires au développement durable. Donc, chaque ministère a dû nommer un haut fonctionnaire qui doit normalement vérifier que les politiques sont aussi en faveur de ce développement durable-là. Après, on a tous, et ça c'est aussi ce que porte l'agenda 2030 et les ODD, c'est qu'on a tous aussi notre responsabilité. C'est-à-dire que c'est bien de remettre la cause sur l'État, mais on ne fera progresser la planète et le développement durable que si on met aussi tous ensemble pour proposer des solutions. Nous, c'est beaucoup ce qu'on fait, en tout cas au Commissariat général au développement durable, c'est monter ces coalitions. C'est-à-dire que si de base, on est déjà dans une concertation avec l'ensemble des parties prenantes, on risque moins de faire ce genre d'erreur-là. Et donc, c'est notamment aussi ce qui a permis ensuite d'avoir la Convention citoyenne pour le climat. Alors après, on peut juger que c'est réussi ou non. Alors finalement, maintenant, il y a même une convention des entreprises pour le climat. Donc
voilà, chaque pas doit être quand même bon à prendre. Et donc, dans ce cas, alors je parle un peu technique, mais il y a des décrets qui sont pris et donc il y a des concertations qui sont obligatoires sur certains des sujets. Mais en tout cas, il faut quand même voir, en tout cas, moi, c'est ma position, le verre à moitié plein et se dire que ça a créé cette conscience et pour beaucoup de gens. Et de se dire maintenant, il faut aussi regarder l'ensemble de cette boussole des objectifs de développement durable, l'ensemble des 3 piliers et ne plus prendre une décision de façon unilatérale. Maintenant, c'est aussi le choix, moi je suis en ministère mais je ne suis pas au gouvernement, c'est aussi le choix des décideurs et donc ensuite à chacun d'assumer ces décisions-là. Mais j'encourage vraiment chacun à participer à ces discussions-là, à s'investir aussi parfois dans des ONG à côté qui font aussi du plaidoyer et bien sûr qu'il y a beaucoup de lois qui sont aussi inspirées d'initiatives citoyennes. Donc voilà, maintenant... On verra ce que donne la suite, mais en tout cas, ça a créé cette prise de conscience, et pas qu'en France, puisque ça a quand même été une crise qui a permis à l'ensemble, notamment surtout des pays développés, il faut comparer ce qui est comparable, mais de dire qu'on ne pouvait plus prendre a priori de façon unilatérale ce genre de solution. Maintenant, est-ce qu'en fait, ce serait nécessaire? Certains le pensent, mais je pense qu'il y aura un avant et un après Gilets jaunes sur les questions de transition écologique. Merci beaucoup, Sarah. Je regarde si Justine est connectée. Non, elle a dû se déconnecter. Donc, il y avait 2 questions pour elle, mais on lui transmettra dès son retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos panélistes? Oui, j'en ai une. Rebonjour, c'est Faustine de Paris. Donc, pour nos panélistes, déjà, merci beaucoup d'être là. Alors, de tous les objectifs en développement durable que vous avez, lequel vous tient le plus à cœur? Montréal répond en premier. Hindou? De réduire les inégalités. Merci. Soit sociales, de genre et tout. Réduire les inégalités, c'est ça qui me tient tout à cœur. Sarah? Si je prends vraiment la question au mot et que je prends les 17 objectifs de développement durable, moi, celui que j'ai le plus à cœur, c'est l'ODD 17, qui est l'ODD des partenariats. On ne réussira aucun des autres objectifs de développement durable, que ce soit les inégalités, la pauvreté, le climat, sans vraiment avancer ensemble. Et donc, moi, ce serait plutôt là, mais j'ai aussi une affection particulière pour l'ODD 5 sur l'égalité femmes-hommes. Et Philippe, peut-être? Oui, bien, en fait, là, il y a déjà des bons choix qui ont été faits. C'est très déchirant d'en choisir un, mais je dirais peut-être, pour compléter ce que les autres ont dit, produire et consommer de manière responsable, donc l'ODD 13, si je ne m'abuse. 12. Et puis, en fait, je dirais que c'est qu'il faut emboîter le pas vers une économie circulaire au Québec et aussi en France, en fait, partout dans le monde, où est-ce qu'on est capable de tisser des liens, puis de donner une deuxième vie, une troisième, une quatrième, à toutes sortes de matériaux et aussi des flux d'énergie. Puis c'est notamment quelque chose auquel on s'intéresse chez Énergir, donc notamment avec les boucles énergétiques, puis le développement du gaz naturel renouvelable ou le biométhane, comme on l'appelle en France. Donc, je dirais que c'est celui que je mettrais au jeu pour cette question-là. Alors, je sais que Justine essaye de se reconnecter pour répondre aux 2 questions qui ont été posées. Est-ce que, si on pose la même question de Faustine à Elena et à Moussine? Alors moi, ce serait le respect de la vie terrestre, parce qu'on parle beaucoup des êtres humains, mais il ne faut pas... Pardon, on parle beaucoup des êtres humains, mais la question de la biodiversité et des animaux de la nature, moi, c'est celui qui me tient le plus à cœur. Aussi? Moi, si je peux ajouter quelque chose, et puis, vu la mission de Renaissance qui est la réinsertion socio-professionnelle des gens qui sont éloignés du marché, donc donner la fierté aux gens, donc ça leur permet d'être responsables, de s'intégrer avec la société et de participer à l'effort collectif, je dirais dans n'importe quel domaine ou activité. Mais il faut qu'on permette aux gens qui sont marginalisés de réintégrer la société, de retrouver leur fierté. Et, je répète encore une fois, de la fierté, les personnes sont responsables, conscients des enjeux, ils vont s'impliquer. S'ils restent marginalisés, ben là, ils ne vont pas contribuer. Donc, je parle de l'intégration des gens et surtout pour Renaissance, l'intégration sur le marché du travail, donc une personne qui est active
il se sent vraiment valorisé, donc il va être ouvert à tous les changements, il va prendre des initiatives, il va se sentir comme un acteur qui participe à l'évolution de la société, surtout dans le domaine environnemental, si on parle de l'environnement. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question côté Montréal. Nadia? En fait, je vais prendre la parole directement. Alors, ma question, c'est aussi en lien avec les objectifs de développement durable. Je me demandais depuis combien de temps votre organisation ou entreprise a mis en place une politique de développement durable, puis surtout, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Est-ce que c'est une discussion, un événement qui a causé cette application-là de la politique? Chez Microcrédit Montréal, on a mis en place une politique de développement durable en 2020, pendant la pandémie. Et en fait, on voulait finalement cristalliser les actions qu'on faisait de façon inhérente dans l'organisation, mais ce n'était pas formel. Parce que tout à l'heure, on parlait des investisseurs. Chez Microcrédit Montréal, les investisseurs sont des personnes qui investissent 500 $, 1000 $, etc., pour pouvoir, en fait, c'est leur contribution pour qu'on puisse prêter à des personnes marginalisées qui veulent avoir soit une entreprise, etc. Donc, ces investisseurs, depuis toujours, réclament qu'on investit dans des projets de développement durable, qu'on investit dans des projets qui sont éthiques, etc. Donc, ça fait 30 ans qu'on pratique, mais on voulait seulement formaliser ce qu'on faisait, mais de nous doter aussi un plan d'action pour qu'on puisse par la suite enseigner à nos entrepreneurs, etc., c'est quoi les actions qu'eux, ils peuvent prendre, parce qu'on dit que les PME aussi maintenant veulent mettre en place des actions en développement durable. Donc, c'était ça de notre côté. Oui? Peut-être de notre côté, je répondrai à la question d'Aurélie en 3 temps. En fait, en 2001, on a mis en place un système de gestion environnementale certifié ISO 14001, donc quelque chose qui s'enseigne ici à HEC Montréal, pour mettre en place ce processus-là d'amélioration continue. En 2013, tout juste avant que j'arrive chez Énergir, à l'époque, ça s'appelait Gaz Métro, on a publié notre premier rapport sur le développement durable en utilisant les lignes directrices de la GRI. Donc, c'est de comment rendre compte année après année, chose qu'on fait depuis, sur notre performance, sur un ensemble de sujets de développement durable. La troisième date, c'est 2017, c'est l'année durant laquelle on a changé de nom. On est devenu Énergir, puisqu'à ce moment-là, avec nos filiales aux États-Unis, on était rendu à un point où est-ce qu'on était pratiquement à 50 % dans les énergies renouvelables et un autre 50 % dans le gaz naturel, qui est une énergie fossile. Fait que ça marquait le coup que la diversification de notre portefeuille énergétique s'était fait. Puis évidemment, maintenant, ça se trouve dans la mission d'Énergir, c'est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins des communautés qui nous accueillent, donc des besoins énergétiques. Donc, je dirais, ça fait écho un peu à ce que Sarah disait. C'est certainement ça qu'on souhaite, c'est d'intégrer non seulement la lutte au changement climatique, mais d'autres sujets ESG dans la stratégie de l'entreprise. C'est là que doivent être les considérations, à mon avis, là, liées au développement durable, vraiment résolument dans l'ADN et dans le cœur de métier de l'entreprise. Si je prends l'exemple de Renaissance, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'intervient pas directement, on intervient d'une façon indirecte, par exemple, sur le volet environnemental. Nous, on réutilise les dons qu'on reçoit des gens. Donc là, on reçoit des gens de la population. Donc, au lieu qu'ils aillent directement dans les sites d'enfouissement, on va les vendre dans nos magasins. Ils vont être réutilisés par des gens, par monsieur et madame, tout le monde. Et en même temps, on est très, je dirais, impliqués dans notre, je dirais, réseau d'organisation. Je donne un exemple, nos ordinateurs ou le matériel, le parc informatique. Avant d'aller acheter, je dirais, du nouveau matériel, on va voir avec des entreprises comme Incertec, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, on va aller chercher, voir est-ce qu'ils ont du matériel qui est réutilisé, qui était, je dirais, en fait, réparé, etc. On va l'utiliser. Et aussi, on s'adresse, par exemple, si on a des événements, on organise des événements pour nos employés. Donc, on va aller voir des organisations qui sont dans la réinsertion pour qu'ils peuvent nous fournir leurs services, je dirais, d'animation, de traiteurs. Et actuellement, on travaille sur plusieurs projets avec le gouvernement,
pas uniquement Renaissance, mais un gros groupement d'entreprises québécoises, surtout sur le volet de réutilisation des vêtements, parce qu'on n'arrive pas à tout liquider, vous comprenez, il y a des choses qui restent. On appelle ça les invendus, mais là, on ne veut pas les rediriger dans les sites d'enfouissement. On est en train de voir avec le gouvernement québécois comment on peut s'inspirer. On s'inspire surtout, je dirais, d'exemples internationaux. Donc, et on va voir comment on peut, ces matériaux-là, au lieu d'aller dans les sites d'enfouissement, on va réutiliser les matériaux qu'on ne peut pas c'est-à-dire vendre à utiliser dans d'autres produits. Donc, nous, on n'intervient pas directement, mais on participe de façon indirecte, et ce qui est très important parce que, je vous dirais, des millions de tonnes de vêtements qui sont redirigés des sites d'enfouissement et qui restent dans l'économie, qui restent chez les gens. Et ça, c'est très important, je pense, à mes yeux. Merci beaucoup, Moussine. Sarah, Elena, je sais que j'ai encore 2 questions ici, donc je vais laisser passer la parole à Paris. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport plus à... Vous travaillez tous dans différents types d'organisations et vous évoquiez tout à l'heure, pour rebondir sur la question sur les politiques de développement durable en interne à l'entreprise, est-ce que le fonctionnement en CEO, la hiérarchisation, c'est pas un frein à la mise en place de ces politiques de développement durable et la stratégie en entreprise? Et vous évoquiez tout à l'heure rapidement l'agilité, être plus agile, collaborer. Est-ce que ce ne serait pas la première solution dans une organisation, n'importe quel type dans laquelle vous évoluez, pour vraiment trouver des solutions? Dans ce cas-là, je vais inaugurer. Bien sûr, on se bat, en tout cas, nous, en fait, le commissariat général au développement durable est aussi une délégation interministérielle. Et donc, ça nous permet justement d'aller toquer aux portes de chacun des ministères et de casser ces silos-là. Ensuite, il y a des exemples. Chacun toutes les choses étant égales par ailleurs, la Finlande a un exemple très intéressant, là je parle vraiment au niveau ministériel, puisque eux ont depuis peu une commission du développement durable qui est placée sous le Premier ministre. Donc tout doit passer par cette commission. Alors ça a des avantages et des inconvénients, mais on voit qu'il y a ceux qui gèrent le développement durable uniquement au ministère de l'Environnement. Sur le social, ça sera dans les ministères sociaux, et l'économie dans les ministères économiques. Nous, on est dans un entre-deux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a de toute façon effectivement des silos à casser. Alors après, il y a aussi des longs process qui sont faits, en tout cas en interministériel, qui arrivent où on réunit l'ensemble des services de chacun des ministères. Et on voit que sur les sujets de développement durable, on est obligé. Alors ça fait une multiplication de réunions. Voilà, encore une fois, du coup, est-ce que ce n'est pas plutôt un désavantage? Je pense que c'est effectivement une des questions qui permettra d'avancer. Et je reviens du coup sur le premier point que j'avais dit, qui était vraiment de se dire, notamment, et là je prends le côté plus entreprise, c'est de se dire, si on inclut le développement durable directement sous un secrétariat général ou la direction de la stratégie, on gagne, je pense, quand même du temps. Maintenant, écoutons le pourquoi ils ne le font pas aujourd'hui et essayons d'avancer de toute façon. Mais en tout cas, ça reste mon avis personnel de me dire, voilà, il y a un moment donné où il faut que ça fusionne, sinon on bloque. Merci Sarah. À Montréal, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je peux peut-être hasarder une réponse à cette question, mais en fait, je dirais que c'est une conversation très, très vivante dans les organisations, à savoir comment est-ce que la gouvernance peut justement livrer la stratégie d'entreprise. Et donc, c'est une préoccupation au niveau des comités du conseil d'administration. Il y a un sous-comité santé, sécurité, environnement chez nous, chez Énergir, qui a la responsabilité de regarder la performance ESG de l'entreprise. Puis après ça, il y a la gouvernance opérationnelle, donc justement sous le président. On a un vice-président développement durable, affaires publiques et gouvernementales. Mais comment est-ce qu'on doit évoluer, en fait, la gouvernance interne opérationnelle pour faire en sorte qu'on ait une intégration plus profonde des sujets ESG? C'est une réflexion qu'on a en ce moment, mais c'est des responsabilités partagées. On a plusieurs vice-présidences et plusieurs secteurs chez Énergir qui ont une contribution notable sur différents secteurs de notre approche de décarbonation, puis aussi ESG. Donc, je dirais que les entreprises qui veulent être performantes en cette matière-là se questionnent sur justement les rôles et responsabilités partagées, certainement la collaboration qui a lieu au sein de l'entreprise pour atteindre
les objectifs qui sont fixés. Merci beaucoup, Philippe. Très clair. Je crois qu'il y a une dernière question que je vais laisser à Fahima. Bonsoir à tous, je suis Fahima Sadawi Ramos, la responsable du Cercle des dirigeants d'entreprises franco-québécois. Et j'avais une question pour vous tous. Est-ce que les mots développement durable et exportation de produits sont compatibles entre la France et le Québec, bien évidemment? Je peux répondre? Bien sûr. Merci. Oui, ils sont compatibles. Après, tout dépend de ce qu'on entend. Je pense qu'aujourd'hui, alors je ne sais plus du tout qui en parlait à un moment donné, mais je pense que la responsabilité des chaînes d'approvisionnement, Justine. Je pense que c'était Justine, oui, elle se pose. Mais je pense que maintenant, on en a tous de plus en plus conscience, que les entreprises en ont de plus en plus. Je parlais parce que je suis notamment responsable de la mise en œuvre de notre stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Alors, on est loin de l'échange France-Québec, mais on travaille aujourd'hui avec les distributeurs, avec ce qu'on appelle les négociants, les traders qui achètent ces denrées-là. Et comme ils disent, de toute manière, ça va devenir la norme. Ça ne sera plus la durabilité, mais la conformité. Alors maintenant, peut-être qu'on doit accélérer ce processus-là. Je pense qu'il y a une première question qu'on se pose tous au départ, et nous, on y pense aussi, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin déjà de ce produit-là? Ensuite, est-ce qu'il y a des alternatives qui peuvent être développées? C'est tout un questionnement qui va se poser. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on a quand même un développement qui a bénéficié à une bonne partie de la population, qu'il faut qu'on vit mieux. Alors, est-ce que ça rejoint, je pense, la question, est-ce qu'un capitalisme responsable existe? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je pense que personne aujourd'hui ne l'a, mais en tout cas, on doit se dire qu'on ne peut pas ne pas essayer. On en jugera ensuite dans les toutes prochaines années, je pense, si ça fonctionne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de se poser la question. Aujourd'hui, on parlait des jeunes. Il y a un sondage en France qui est sorti. La première sensibilité pour les jeunes diplômés aujourd'hui, c'est plus le salaire, c'est les valeurs de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a très peu de jeunes diplômés de grandes écoles, parce qu'il y a quand même parfois aussi des différences entre les niveaux de diplôme. Il voudra que son entreprise au moins se pose cette question et voilà, par l'aide de l'intrapreneuriat, des projets, on peut aussi tester d'autres choses. Parfois, ça fait changer une entreprise. On l'a entendu quand on passe vers les énergies renouvelables, mais c'est l'ensemble de la chaîne de valeur aujourd'hui qui se pose la question. Et en tout cas, côté français, je pense que la Convention des entreprises pour le climat, elle sera obligée de répondre aussi à cette question, et sinon de proposer des alternatives. On passe la parole à Montréal. En fait, si on passe du principe qu'il n'y a pas un pays qui est autosuffisant, donc je dirais on aura toujours besoin, de ressources des autres. La seule chose, c'est moi je fais confiance dans la conscience collective et que les gens, à travers cette planète, il y a une conscientisation mondiale. Et vous voyez à travers le monde, lorsqu'il y aura des manifestations ou une expression publique, ça se passe à travers la planète. Donc, moi, je fais confiance que, le développement durable, l'environnement, c'est un sujet qui est interpellé par tout le monde. Il faut continuer à travailler ensemble pour garder ces relations, parce que de toutes les façons, on aura besoin de l'un de l'autre. Puis garder en tête que cette planète-là, on la partage tous. Et on ne va pas le garder, on va la léguer à nos enfants. Donc, si on la lègue à nos enfants, on doit prendre soin d'elle, parce que la mère nature, je pense qu'il nous envoie des messages parfois assez rudes pour dire, écoute, assez, c'est assez. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'adopter des comportements responsables à travers toute la planète, parce que ce qui se passe en Chine peut toucher le Québec, la France, etc. Donc, on n'a pas d'autre choix que de collaborer. Et puis, vous avez vu dernièrement, il y avait une rencontre mondiale sur le climat, malgré que moi, je reste sur le côté environnemental. Donc, malgré que les décisions, dans mon sens, à moi, n'étaient pas assez courageuses pour aller vraiment régler le problème ou essayer de régler le problème le plus rapidement possible. Mais c'est un début. Donc, pour terminer, on est tous responsables et on doit continuer dans cet état d'esprit.
Merci beaucoup. Sarah veut rajouter quelque chose? Je complète en 30 secondes parce que je suis entièrement d'accord, on est tous responsables, mais il y a quand même des choses que les pouvoirs publics ont une certaine responsabilité, c'est l'information, l'accès à l'information sur les produits. Et ça, on le travaille aujourd'hui au ministère de la Transition écologique avec d'autres ministères aussi, mais qui est l'affichage environnemental. On a commencé aujourd'hui avec les étiquettes énergie. Alors, ça parle peut-être un peu moins au Québec. Ça fait longtemps, du coup, 2 ans que je ne suis pas retournée, mais en tout cas, nous, on a des étiquettes qui permettent de classer le niveau énergivore d'un produit. Et depuis cet été, avec la nouvelle loi climat et résilience, on va développer des expérimentations sur d'autres types de produits comme le textile. Et donc, le consommateur, il y a aujourd'hui des applications comme Yuka, mais qui sont parfois un peu controversées. Là, on le travaille avec beaucoup de parties prenantes, même des hackers au niveau des données. Il y a un travail qui se fait aussi au niveau de la Commission européenne. Et donc, notre devoir aussi, c'est d'apporter l'information environnementale. Alors, ça prend un certain nombre de temps et ça se fera avec les parties prenantes, avec les entreprises. Mais lorsqu'on prendra un produit, eh bien, peut-être avec son téléphone ou avec autre, on saura exactement le poids entre guillemets environnemental qu'il porte en lui. Et donc ça, pour décider ensuite de me dire j'achète plutôt ce produit-là que ce produit-là, je pense que ça va aider à répondre à cette demande de questionnement interne et de sensibilisation. Super. Merci beaucoup, Sarah. Y a-t-il une dernière question? Non. Eh bien, écoutez, moi, je voulais vous remercier. Je pense que HEC Montréal a énormément de chance de vous avoir en tant que diplômé. Merci à Montréal, merci Philippe, merci Moussine, merci Indou, que je vous fais coucou de loin. Voilà. Merci beaucoup Elena, merci beaucoup Sarah, merci Justine qui a dû nous quitter un peu plus tôt. Sachez vraiment que HEC Montréal, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande famille. Sarah, on a parlé tout à l'heure du mouvement Alumni for the Planet. Vous parlez beaucoup de la future génération, mais il y a aussi la génération actuelle, ceux qui sont encore sur cette planète. Donc il n'est jamais trop tard pour vous y mettre, même en tant que diplômé HEC Montréal, en tant que personnalité, en tant que professionnel et en tant qu'individuel. Donc n'hésitez pas à valoriser toutes vos actions à ce niveau-là. Et sachez qu'HEC Montréal est la première école nord-américaine à rejoindre ce grand mouvement qui a été soutenu par la politique française et la conférence des grandes écoles en France, qui est Alumni for the Planet. Donc je fais un petit push-up sur ce mouvement, mais c'est quand même important que vous en ayez conscience et que ça fait partie de l'ADN de HEC Montréal que de se soucier de notre monde actuel et d'essayer d'impacter positivement le monde à tous les niveaux. Je vous félicite, vous pouvez les applaudir. Voilà. Applaudissez-vous, bravo. Nous allons passer donc à la dernière session de la soirée, le moment réseautage en présentiel pour ceux qui ont la chance d'être avec nous à Paris. Pareil pour vous à Montréal, toujours dans le respect des conditions sanitaires, puisque nous arrivons dans la 5e vague en France. J'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver. Et puis, je vous dis à très bientôt en 2022 pour fêter notamment les 20 ans du Bureau international Europe. À très bientôt.